Alors je m'appelle Claire, je suis installée dans le hameau de Massobio sur la commune de Millau depuis à peu près 3 ans. Et avec mon compagnon, on a créé le rucher de Massobio. C'est une ferme apicole qu'on a créée de toutes pièces depuis qu'on est arrivé ici. On était tous les deux apiculteurs amateurs. C'est une reconversion professionnelle, on avait tous les deux un autre métier avant. Pour ma part, j'étais dans l'agronomie, je travaillais dans les arbres fruitiers. Les sites sur lesquels on a nos ruches, donc on a des sites assez nombreux. On hiverne principalement dans le sud, du côté de Montpellier et du côté de Narbonne. On remonte les ruches progressivement vers Millau au printemps, en passant par un endroit qui s'appelle Cabrerolle où on fait de la bruyère blanche, c'est vers Bédarieux. Les ruches arrivent dans la vallée du Tarn au moment de la floraison des cerisiers généralement. Et ensuite on a des ruches ici à Massobio, sur le Larzac et dans la vallée du Tarn au printemps. Ensuite on a les mielés de châtaignier, de lavande. Donc châtaignier dans la vallée du Tarn, lavande à Valençol, donc là on fait un peu de route. On part ensuite en montagne dans les Pyrénées pour faire un miel de rhododendron à Formiguères. Et on finit en général par un miel qu'on fait en août, donc au même endroit en haute montagne dans les Pyrénées-Orientales. Avec notre système transhumant, on a entre 5 et 10 types de miel en fonction des années. On produit ce qu'on peut, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est pas un produit qu'on peut fabriquer, on est obligé d'attendre l'année suivante. Donc on a une dizaine de types de miel. On a des miels de printemps assez doux qu'on fait ici dans la vallée et sur le Larzac. On a le miel de rhododendron qu'on fait en haute montagne qui est très très doux. Des miels assez typés comme le miel de bruyère blanche, le miel de lavande, le miel de châtaignier qui est un miel fort. On essaye parfois des mielés comme le sarrasin qui est un miel très très typé. Voilà, donc on a tout type de miel pour tous les goûts. On fait également de la transformation. Moi c'est une partie du métier qui me plaît, qui est assez chronophage aussi mais qui me plaît parce que ça diversifie nos sources de revenus mais ça diversifie aussi le travail, donc ça c'est assez chouette. On fait du pain d'épices et du nougat. Donc fabriqué de façon totalement artisanale avec des produits uniquement biologiques et quand c'est possible des produits locaux, notamment pour la farine, pour le pain d'épices. On a décidé de s'installer dès le démarrage en apiculture biologique. Produire du miel en bio, c'est respecter un cahier des charges dans lequel il y a 3 choses principales à retenir. C'est le nourrissement des ruches quand il est nécessaire doit être fait avec du sucre biologique. Les traitements des ruches qui sont de toute façon nécessaires, notamment contre un parasite qui s'appelle le varroa, ne peuvent être faits qu'avec des produits d'origine naturelle. Et au niveau des emplacements des ruches, on a des contraintes sur les zones dans lesquelles on positionne les ruches qui doivent être au moins 50% naturel ou cultivé en agriculture biologique. Aujourd'hui, je suis en train d'extraire le miel, un miel qu'on a récolté sur le Larzac il y a quelques jours. On a fait cette récolte juste avant de transhumer les ruches sur la lavande à Valençol. Donc quand on ouvre la ruche, on est assez méticuleux parce qu'il y a un risque qu'on prend à chaque fois qu'on ouvre une ruche, c'est d'écraser la reine. Et si on écrase la reine, la ruche part en essaimage et là c'est une année de perdu de production pour cette ruche-là. Toutes nos reines, ou presque, sont marquées et elles sont marquées à la couleur de l'année. Cette année 2021, c'est blanc. L'an dernier c'était bleu. 2019, c'était des reines vertes et là on a encore quelques reines vertes qu'on garde qui sont les meilleures, qu'on a un peu du mal à renouveler, à changer. Mais forcément, c'est celles qui vont avoir le plus de tendance à l'essaimage. Là, on se rend compte qu'on est encore en cours de mieler, parce que quand on prend un cadre et qu'on le secoue au-dessus de la ruche, on voit que ça coule. Donc c'est du nectar qui a été rentré dans les cadres et pas encore séché par les abeilles. Heureusement, là, c'est assez minoritaire. Donc quand on arrive sur un rucher, déjà on en fume pour prévenir les abeilles de notre intervention et pour qu'elles s'occupent à autre chose. La fumée leur fait croire à un incendie et donc ils vont aller se gaver de miel dans les alvéoles et ne pas nous attaquer pendant ce temps-là. Quand on ouvre une ruche, on soulève le toit de la ruche. Si on a des manips à faire dans la ruche, on déplace la hausse. Ensuite on ouvre la ruche, donc on commence par un cadre de rive. On soulève, on observe, qu'on examine. On regarde s'il y a des provisions suffisantes, on regarde la quantité et l'état du couvain. Très attention de ne pas écraser d'abeilles et de ne pas écraser la reine. On recherche s'il y a de la ponte ou pas, si on a bien la reine, et éventuellement s'il y a des cellules royales. S'il y a présence de cellules royales, c'est que la ruche souhaite essaimer. Et dans ce cas-là, on contrôle si on a bien de la ponte, si on a bien la reine. Et si c'est le cas, on enlève les cellules royales pour éviter que la ruche essaime et ne soit plus productive cette année-là. Pour faire la récolte, on soulève les cadres de miel à l'aide de notre lève-cadre. Avec la balayette, on enlève les abeilles qui sont sur les cadres, et donc quand il y a assez de miel, on récolte. Quand les cadres sont vraiment pauvres en miel,
On les laisse pour la mielée suivante. On met ces cadres à l'abri, on les charge dans le véhicule et ensuite c'est parti pour la miellerie. Au fur et à mesure qu'on travaille sur les ruches, on trace tout ce qu'on fait. Donc on écrit tout simplement avec un feutre sur les couvercles de ruches. On note ce qu'on a observé ou éventuellement ce qui sera à observer la semaine ou à la session suivante. Ça nous permet de savoir quand on arrive sur une ruche exactement à quoi on doit s'attendre, ce qu'on doit faire et de pas perdre de temps, pas perdre en efficacité. C'est un peu le carnet de santé de chaque ruche qu'on a écrit sur le couvercle. Dans une ruche, en saison hivernale, on peut avoir 10-20 000 abeilles et quand on est en pleine production, là en fin de printemps, début d'été, on peut avoir jusqu'à 50-60 000 abeilles. Donc là on a 40 ruches, si on estime qu'on a 50 000 abeilles par ruche, ben ça fait 2 millions d'abeilles. Donc on a autour de nous à peu près 2 millions d'abeilles, 2 millions de piqûres aussi. Donc aujourd'hui, on va faire l'extraction de ce miel qu'on a récolté sur le Larzac. La première étape, c'est de désoperculer les cadres qui sont operculés. Tous ne le sont pas, mais bon, dans la grande majorité, il faut les désoperculer. Il y a des machines qui sont faites pour, mais nous on n'est pas équipés, donc on fait ça avec un couteau. On enlève la fine pellicule de cire que les abeilles ont posée, fermer les alvéoles, une fois que le miel a été séché à bon niveau d'humidité, stocké et séché à bon niveau d'humidité. Ensuite, on met les cadres dans cette grosse machine qui est un extracteur à miel, qui ne chauffe pas, c'est uniquement un principe mécanique qui permet de sortir le miel. Donc vulgairement c'est une grosse essoreuse à salade et avec la force centrifuge, le miel sort des alvéoles. Celle-là c'est une machine qui a un programme automatique, donc c'est assez pratique, on peut désoperculer les cadres pendant qu'elle extrait le miel. Ensuite on récupère les cadres, on les remet dans les hausses pour la prochaine mielée. Et le miel quant à lui, on le fait couler tout simplement dans des fûts en inox qui s'appellent des maturateurs, dans lesquels le miel va maturer justement quelques jours avant sa mise en pot. De la récolte à la mise en pot, il y a uniquement un procédé mécanique qui permet d'extraire le miel, un tri du miel par décantation naturelle dans les fûts en inox, grossièrement filtré au moment où on le met dans les fûts pour enlever les plus grosses particules de cire, mais après il n'y a aucun autre process pour pasteuriser ou quoi que ce soit. C'est un produit très brut. Et ensuite donc on le met en pot, on l'étiquette et il peut être vendu et sur notre table.